Bonsoir à toutes et à tous. Cher Jonathan, nouvellement réélu au CRIF, et je demande à toute l'Assemblée de le saluer très fort. Pour nous, c'est un honneur et aussi on est fiers de le recevoir. À sa première élection, sa première sortie dans une communauté, ça a été, il a choisi Créteil et ça devient une tradition. Aujourd'hui, il a décidé aussi d'être parmi nous à Créteil. On a eu le bonheur de passer avec lui toute l'après-midi et d'échanger. Et un jeune homme, moi je le vois toujours jeune parce que je l'ai connu très très jeune, mais actif et qui a fait un travail extraordinaire sur le terrain et toujours réactif pour sauver la communauté, là où elle se trouve, partout où elle se trouve. Et je voudrais saluer mon conseil d'administration présent ici ce soir. Merci à Laetitia, à qui je souhaite un grand joyeux anniversaire. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Et voilà, je crois que c'est pas moi que vous êtes venu écouter ce soir. Je salue la directrice de Tsoar. J'ai parlé beaucoup de vous, Vanessa, pour la petite structure que vous dirigez avec brio ici, dans notre maison communautaire. Et Jonathan, on n'a pas eu le temps de programmer, on est arrivé un peu tard. Les enfants étaient déjà partis. Mais ça sera pour... je crois que on trouve plus de candidats. Je vais lui demander qu'on change les statuts, n'est-ce pas, Véronique, au CRIF, et d'aller sur un troisième mandat. Voilà, je laisse la parole à Jonathan. Bien, bonsoir à tous. Merci Albert, à la fois pour ces mots, mais surtout pour ton accueil, cette fois. La dernière fois aussi, il y a 3 ans, mais aussi à chaque fois que je suis venu à Créteil, y compris encore quelques semaines lorsque tu avais organisé dans cette salle même un dîner autour du préfet et des autorités. Et je viens toujours ici, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Alors, effectivement, tu as raison de parler de tradition, puisque à partir du moment où on choisit 2 fois de venir au début d'un mandat ici à Créteil, je crois qu'à bout d'un moment, ça devient un minag. C'est ça, on va pouvoir inscrire ça dans une tradition au CRIF. Je viens vous voir surtout dans un moment qui est très particulier. J'en ai beaucoup parlé avec mon ami Rafi Marciano, que j'ai plaisir à retrouver ici. Et je salue également le fait que sont avec moi Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF, et Véronique Henry, directrice des relations publiques du CRIF, qui m'accompagne. Nous traversons aujourd'hui un moment, très rapidement, qui est peut-être le moment le plus difficile pour les Français juifs depuis la Shoah. Nous traversons une période qui est marquée par énormément d'incertitudes, avec, pour la première fois, un niveau d'antisémitisme inédit. Je rappelle les chiffres en quelques mots. Dans les années 90, quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année par le ministère de l'Intérieur. De 2000 à 2022, quelques centaines. Et depuis le 7 octobre, eh bien, les actes antisémites se comptent chaque année en milliers. Plus de 1500 en 2023, en 2024. Et malheureusement, ce sera aussi le cas en 2025. Donc on voit qu'on est face à un phénomène qui a complètement changé de nature. Deuxième sujet d'incertitude, une société française qui est au milieu d'une crise politique extrêmement et démocratique extrêmement puissante, qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement instable, vous le voyez à l'Assemblée nationale, et que bien malin celui qui peut prévoir l'avenir politique du pays dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a évidemment aussi une instabilité au niveau international. On le savait depuis quelques années, avec les crises qui se sont succédées un peu partout dans le monde, la Russie, l'Ukraine, et puis évidemment, depuis le 7 octobre, le destin d'Israël à nouveau attaqué, vilipendé, et évidemment sauvagement attaqué le 7 octobre, mais aujourd'hui au cœur d'une guerre existentielle avec l'Iran, comme vous le savez. Tout ça nous conduit, nous juifs, à vivre avec, au fond, le sentiment d'être un peu au jour le jour.
quelque chose d'assez douloureux comme sensation. Et pour avoir échangé avec certains et certaines d'entre vous tout à l'heure lors d'une déambulation dans Créteil, j'ai entendu qu'au fond, chacun dans son quotidien se porte plutôt bien, mais que chacun a perdu la confiance dans l'avenir. Et comment on se construit en tant que citoyen, en tant que Français, en tant que Juif, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas où collectivement on va avancer ensemble. Et ce doute sur le chemin commun qu'on construit, eh bien, il est extrêmement douloureux pour les Juifs, parce que plus que les autres, nous avons besoin d'un cadre stable. Pourquoi plus que les autres? Parce que dans l'histoire, nous le savons, à chaque fois qu'il y a eu l'instabilité politique, à chaque fois qu'il y a eu même des instabilités économiques très violentes, à chaque fois que des pays ont voulu, des sociétés ont voulu renverser la table, eh bien, les Juifs ont payé un prix élevé. Et donc, notre instinct de survie, peut-être une forme d'atavisme juif très profond, eh bien, nous amène aujourd'hui à tirer la sonnette d'alarme, peut-être plus que les autres. L'autre point qui me paraît fondamental, que je voulais partager avec vous avant d'ouvrir peut-être simplement des échanges de questions-réponses, c'est autour de l'antisémitisme et de ses évolutions. Il y a 40 ans, l'antisémitisme, c'était au fond de dire « sale juif ». Il y a 20 ans, c'était de se faire traiter de sioniste. Et aujourd'hui, c'est de se faire insulter de génocidaire. Mais fondamentalement, les mots ont changé, mais c'est la même haine. C'est exactement le même moteur qui fait que l'on vise les mêmes personnes, simplement on change les mots parce qu'on pense que les mots vont permettre de désamorcer une partie des défenses de la société sur cette question. Et sur la question du génocide et de l'accusation mensongère de génocide, je voulais partager avec vous une réflexion qui pour moi est une inquiétude extrêmement profonde. L'accusation de génocide, au fond, elle vient réactiver symboliquement peut-être la plus tragique et la plus lourde des accusations qui a pesé contre le peuple juif, celle de peuple déicide. Pourquoi il y a un parallèle entre l'accusation de génocide et l'accusation de peuple déicide? Parce que dans les deux cas, vous avez une accusation qui est d'abord fondée sur un mythe, c'est-à-dire sur des faits qui ne sont pas démontrés, sur quelque chose qui relève donc d'une forme soit de rumeur, soit de faits non avérés. Le deuxième point qui est important et qui est commun aux deux, c'est le fait que dans les deux cas, ces accusations sont les accusations du crime ultime. Quand dans l'histoire, la valeur suprême, c'est la religion, alors l'accusation de peuple déicide, c'est l'accusation du crime des crimes. Quand la valeur suprême, comme dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme, alors l'accusation de génocide, ça devient aussi le crime des crimes. Et troisième point qui est extrêmement important, c'est que dans les deux cas, ces accusations sont des accusations qui emportent une essentialisation de tous les juifs. On accuse tous les juifs d'être responsables des actes prétendument attribués à quelques-uns. Et plus grave encore, cette accusation, c'est une accusation qui a malheureusement vocation à porter une trace indélébile sur les juifs, non seulement des temps présents, mais des générations futures. Il a fallu 2000 ans pour désamorcer l'accusation de peuple déicide. Il a fallu Vatican II et Nostra Aetate. Et malgré ça, une partie de l'antisémitisme nourri par l'accusation de peuple déicide continue à œuvrer ici et là. Avec vous, je m'inquiète et je m'interroge. Qu'est-ce que l'accusation de génocide va laisser comme trace dans le temps si nous la laissons se poser aujourd'hui sur le peuple juif? Quelles violences demain seront légitimées par cette accusation-là, comme pendant 2000 ans, des violences et des persécutions contre les juifs ont été légitimées par l'accusation de peuple déicide? Qu'est-ce qui sera le Vatican II ou le Nostra Aetate qui permettra de laver l'honneur du peuple juif et de désamorcer cet antisémitisme basé sur l'accusation de peuple génocide? Cette responsabilité-là de désamorcer cette accusation mensongère, c'est pas une responsabilité qu'on a que pour nous. La question n'est pas de savoir si nous pouvons vivre avec cette accusation. Elle est de se dire comment on fait pour empêcher que nous,
notre génération, mais aussi les générations suivantes, vivent face à de nouveaux dangers qui soient galvanisés par cette accusation de peuple génocide. C'est pour moi peut-être la question la plus importante qui est adressée à notre génération de juifs aujourd'hui, en diaspora et dans la société française en particulier. Et la deuxième chose que je voulais dire sur l'antisémitisme, c'est une manière, au fond, aujourd'hui de l'antisémitisme, de se présenter comme vertueux, comme progressiste, comme, au fond, un combat positif pour les droits de l'homme. C'est la grande arnaque de notre siècle, d'une certaine manière. L'antisémitisme se travestit en valeur de progrès et prétend agir au nom des droits de l'homme, au nom d'une forme de progrès humain. Ça produit quoi? Ça produit des gens qui sont incapables d'assumer leur propre antisémitisme. Une partie de l'antisémitisme qui passe par le dévoiement de la cause palestinienne pense ou prétend faire le bien. Alors il ne s'agit pas de condamner toute la cause palestinienne, il s'agit d'expliquer qu'une partie des antisémites dévoie la cause palestinienne pour la retourner contre les juifs. Cette instrumentalisation de la cause palestinienne, elle est violente parce que, effectivement, elle désamorce une partie des défenses de la société française. Face à un antisémitisme qui se présente comme un progrès, qui sera capable de le désamorcer, de l'identifier, de le dénoncer? C'est là aussi une des problématiques très difficiles à laquelle on fait face. Elle est d'autant plus violente, évidemment, avec l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche a effectivement ce logiciel prétendument humaniste, progressiste, anticolonialiste qui fait face. On a aujourd'hui cette vague à laquelle on fait face. J'ai le sentiment, parce que je suis un bon juif et qu'un bon juif n'a pas le droit d'être complètement défaitiste ou complètement fataliste, j'ai le sentiment que dans notre histoire, à chaque fois qu'on a été confronté à des temps sombres, on a toujours d'abord trouvé dans notre unité, mais dans nos débats aussi, la force et les ressources de trouver un chemin. Un chemin sinueux, un chemin difficile, un chemin qu'on trouve peut-être par tâtonnement, mais un chemin quand même pour dépasser la situation actuelle. Et dans le débat qui est celui qui nous anime aujourd'hui sur cette violence dans la société française qui vise les juifs, sur la manière dont on est en permanence assigné à un conflit qui se déroule à 3000 km, bien, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de considérer qu'il faut se battre. Est-ce qu'on gagnera ou on ne gagnera pas? L'histoire le dira, mais notre responsabilité à nous, institutions juives, ou chacun de là où on se trouve, c'est de mener ce combat et de le mener ensemble. Donc voilà, pour commencer, ce que je voulais partager avec vous. Ma responsabilité au CRIF dans ce deuxième mandat qui s'ouvre, c'est évidemment de porter ce combat-là en embarquant toutes les institutions et associations de la communauté qui le souhaitent. Mais je voulais commencer par effectivement prendre le pouls, échanger avec vous ce soir avec la télé. Alors, qui se lance? Madame. S'il vous plaît, est-ce que vous allez pouvoir agir auprès de M. Macron et auprès de notre Premier ministre par rapport au salon et à la présence d'Israël sur ce salon, et voire même l'interdiction de certains exposants, non, c'est pas que exposants, certains moyens de défense que Israël peut exposer, et parce que j'en ai entendu parler à la radio là tout à l'heure maintenant, et je voudrais savoir si vous avez la possibilité, parce que vous êtes un grand représentant, et si vous pouvez agir par rapport à ça, parce que même le Premier ministre semble aller dans le même sens que M. Macron. Voilà. Merci à vous. Merci de votre question. Elle est importante parce que j'entends depuis ce matin monter beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de colère aussi sur ce sujet-là, par rapport à la position qui a été celle des organisateurs du salon, avec derrière évidemment l'État qui a choisi d'appliquer une règle très discutable et tout à fait, me semble-t-il, discriminatoire, visant à demander à Israël, et seulement à Israël, aucun des autres pays exposants n'est soumis à la même règle,
de n'exposer que des armes, entre guillemets, défensives. Pourquoi il y a un problème avec cette position? D'abord parce qu'elle stigmatise Israël, et seulement Israël, je viens de vous le dire, dans un salon qui n'est pas le salon du livre, hein, c'est un salon d'armement, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des armes. D'une certaine manière, ça paraît être la palissade, mais ça me paraît important de le rappeler. Et donc il y a une forme de fausse naïveté qui me paraît d'abord importante à relever. Mais surtout, cette position-là, elle n'est pas cohérente avec la position que la France vient de prendre il y a 3 jours. Comment peut-on d'un côté soutenir l'action d'Israël face aux installations nucléaires iraniennes, qui ont donc réclamé des moyens offensifs, et qui pour autant a été considérée par la France comme une manière pour Israël de se défendre, et de l'autre côté, interdire que ces mêmes moyens qui ont été utilisés face aux installations nucléaires iraniennes et que nous avons salués, nous Français, comme étant dans le droit d'Israël, comment interdire ensuite que ces moyens-là soient exposés? Et puis, ça c'est la première incohérence. Et puis la deuxième incohérence, c'est que si la France refuse que soient exposées des armes qui servent dans le conflit à Gaza, alors elle devrait, en toute logique, demander la même contrainte, imposer la même contrainte aux entreprises américaines, allemandes ou de n'importe quel pays au monde dont les armes ont été utilisées par Israël dans ce conflit. Et donc, somme toute, un avion américain comme le F-35 par exemple, qui est exposé au salon du Bourget, devrait de la même manière ne pas pouvoir l'être si la cohérence est de dire qu'on ne veut pas voir d'armes qui ont servi dans le conflit à Gaza. Donc il y a quand même quelque chose dans les choix qui ont été faits qui paraît au minima incohérent, sans doute discriminatoire de manière tout à fait volontaire, et qui nous interroge. Alors on s'est rapproché évidemment des différentes autorités, hein, à la fois du cabinet du ministre de la Défense, de nos contacts à l'Élysée, pour interroger sur le sujet. J'espère qu'une solution sera trouvée très vite entre les sociétés israéliennes d'un côté et les organisateurs du salon de l'autre, dans quelque chose qui soit respectueux du traitement d'égalité qu'il doit y avoir pour Israël avec les autres nations de ce salon. Je rappelle que parmi les exposants, il n'y a pas que des grands pays démocratiques. Bonsoir Jonathan, félicitations pour ta nouvelle élection. Merci. Et j'en profite, on parle beaucoup d'antisémitisme, évidemment on le ressent, on sait pourquoi, et on sait que les filles, tout le monde est d'accord, alimentent cet antisémitisme à travers ses actions, ses paroles, ses interviews, etc. Et j'ai retenu dans votre discours une phrase, et un des objectifs, c'est de rendre les filles résiduelles. J'ai bien compris. Alors comment vous allez vous y prendre? C'est extrêmement important. Alors c'est une bonne question. Alors vous avez remarqué que j'ai dit qu'effectivement ma priorité était de rendre l'influence des LFI résiduelle. Ça n'a pas échappé visiblement aussi à la vigilance de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a quelques minutes avant d'entrer dans cette salle, je me suis rendu compte qu'il vient de faire un tweet pour dénoncer ce propos que j'ai eu et attaquer violemment le CRIF en traitant le CRIF d'extrême droite, ce qui ne manque pas de saveur. Sur le fond, pour vous répondre, oui, LFI a une responsabilité dans le climat d'antisémitisme dans notre pays, dans le sens où il cultive les confusions, les raccourcis coupables sur Gaza, en faisant de la question palestinienne un carburant électoral de manière caricaturale, avec une démarche clientéliste assumée. Il suffit d'écouter ce que Ruffin en a dit quand il racontait lui-même la manière dont étaient organisées les campagnes électorales des LFI. On le sait, ces démarches, ces propos caricaturaux et outranciers finissent par créer un climat qui se retourne contre les Français juifs. LFI le fait sciemment, c'est-à-dire qu'il sacrifie d'une certaine manière les Français juifs sur l'autel de l'efficacité de leur campagne électorale, par complaisance avec donc une partie de leur cible électorale. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est grave parce que d'abord ça crée un climat hostile aux juifs, et puis ensuite c'est profondément anti-républicain quand on y pense. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus hostile aux valeurs de la République que de considérer
que des Français, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont originaires de tel ou tel pays d'Afrique du Nord, alors nécessairement auraient besoin d'entendre je ne sais quel discours en faveur de la cause palestinienne avec une forme de radicalité, ou je ne sais quel discours hostile à Israël. Les Français musulmans, moi je veux le croire, sont comme chacun et chacune d'entre nous, et ils font des choix libres, éclairés, autonomes. Alors ils ont une sensibilité, c'est normal, de la manière que nous avons aussi une sensibilité, mais il n'y a rien de plus anti-républicain que le communautarisme qui considère que chacun serait assigné à sa condition et qu'un parti politique va y récupérer et instrumentaliser cette assignation-là. Ça c'est le point que je voulais relever. Alors comment on fait pour lutter contre LFI? Eh bien, malheureusement, il y a une seule manière de faire de notre point de vue, c'est dénoncer leurs outrances, dénoncer leurs dérives, dénoncer les moments où ils passent de l'autre côté de la ligne. Un point qui est important quand même et qu'il faut entendre, c'est que la victoire contre LFI viendra nécessairement de l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire que ce ne sera possible de réduire l'influence de LFI qu'à partir du moment où une autre gauche, républicaine, raisonnable, gauche de gouvernement, on l'appelle comme on veut, modérée, voilà, prendra le dessus ou refusera de manière ferme de faire alliance avec LFI. Il suffit de voir que lorsqu'aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est présenté, il est passé devant LFI, il a réduit LFI à un score finalement de 10%, même s'ils ont fait un peu plus que ce qu'on espérait à la fin, ils n'ont quand même fait que 10% par rapport aux 20% qu'ils avaient fait aux législatives ou aux présidentielles 2 ans avant. Donc on voit que la vraie solution, c'est créer émerge une gauche. C'est pour ça que l'élection d'Olivier Faure, de ce point de vue-là, est inquiétante, parce qu'elle marque la victoire au sein du Parti Socialiste de ceux qui, in fine, ne sont pas prêts à rompre avec LFI de manière radicale. Or, il y a besoin de clarté. Nous, notre responsabilité, de là où on est, c'est lancer un appel à la gauche républicaine en lui disant vous devez démélanchoniser la gauche, comme le Parti travailliste au Royaume-Uni s'est décorbinisé. Au Royaume-Uni, la gauche a gagné à nouveau quand elle a tourné la page de Jeremy Corbyn et de ses outrances antisémites. Je pense que la gauche dans ce pays pourra prétendre à nouveau à gouverner le jour où elle aura résolu son problème avec Jean-Luc Mélenchon et l'influence de LFI. C'est en tout cas le message qu'on envoie à la gauche républicaine, et je pense que c'est un message de responsabilité. Voilà. Et puis le point qui est important, c'est que on a noté que le Parti Socialiste avait été capable de rompre avec LFI sur la question du budget. Ils n'ont pas voté la censure quand LFI avait voté la censure. J'espère qu'ils considéreront que la question de l'antisémitisme est au moins aussi importante que les quelques milliards de débats sur la question du budget qui les ont amenés à ne pas voter avec LFI. Oui. Comment ça se fait que Mélenchon tout ce qu'il fait contre nous, il n'est pas condamné? Parce que, vous savez, les condamnations en justice, ça implique de transgresser la ligne de manière explicite et manifeste et incontestable. Alors, il y a beaucoup de choses chez Jean-Luc Mélenchon qui, pour moi, sont des marqueurs d'une pensée antisémite. Parce que quand on met ce qu'on appelle un faisceau d'indices, l'ensemble des déclarations qu'il a faites les unes à la suite des autres, on voit bien qu'il a manifestement un problème avec les Juifs. Voilà. Mais par ailleurs, il y a un autre sujet, c'est que ceux qui porter plainte, ça veut dire aussi prendre le risque de perdre. Est-ce que j'ai envie de lui offrir potentiellement le fait de ne pas, qu'il puisse ne pas perdre sur ce sujet-là, c'est une question de stratégie. À mon avis, il faut continuer à pointer à chaque fois les choses. Il finira par à un moment donné, faire une erreur manifeste et une déclaration qui trahira sa pensée de manière encore plus claire. Ce qui est tragique avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est quelqu'un qui ne vient pas d'un parcours au départ antisémite, très loin de là. C'est quelqu'un qui venait de la gauche républicaine. Vous pouvez retrouver ses déclarations d'il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui étaient impeccables sur beaucoup de sujets, sur la laïcité, y compris sur Israël, d'ailleurs sur l'Iran en l'occurrence. Vous avez vu ces déclarations circuler. Et donc je trouve ça tragique qu'un homme cultivé, avec un niveau de culture politique et d'intelligence comme Mélenchon important, puisse céder sur ses principes au don d'un calcul électoral. En faisant ça, il trahit mon juif,
il trahit aussi les gens de Charlie Hebdo. Il était très proche de Charles. Et au fond, il trahit des valeurs républicaines, ce que je vous disais tout à l'heure sur le communautarisme comme marqueur de la trahison républicaine. Bonsoir. Je voulais savoir si votre regard sur le Rassemblement national avait évolué. La question que vous posez, c'est comment on regarde effectivement les évolutions du Rassemblement national. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée générale du CRIF. Je ne suis ni sourd ni aveugle, donc je vois bien que les déclarations du Rassemblement national aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait pour partie il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le CRIF doit apporter demain une validation morale à un parti dont l'histoire est celle que vous connaissez, mais surtout à un parti dont le dirigeant actuel, Jordan Bardella, a été incapable de dire que Jean-Luc Mélenchon, que Jean-Marie Le Pen, lapsus intéressant, était antisémite. Et puis il y a un parti qui reste, malgré tout, un parti populiste. Et je vais vous dire, indépendamment de leur rapport aux Juifs, ou pour tout un tas de raisons, la question n'est pas réglée, notamment le fait que leurs sympathisants gardent un niveau de préjugés antisémites plus élevé que la moyenne des Français. On a fait des études, hein, c'est assez simple. Le premier parti dont les sympathisants ont le plus de préjugés antisémites aujourd'hui, c'est LFI. Le taux était à 55%. Le deuxième, c'était le Rassemblement national à 52%. Puis après, on tombait en dessous de 50% pour tous les autres partis. Donc on a des sympathisants du Rassemblement national qui, en moyenne, ont plus de préjugés antisémites que le reste des Français. Ça ne veut pas dire que les dirigeants sont responsables de leurs sympathisants, hein, voilà. Mais ils sont moins responsables de faire le ménage chez eux, de dénoncer, de travailler sur l'antisémitisme qui vient de leur camp. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'en tant que juif, on sait que si quelque chose n'est pas bon pour la France, alors ça n'est pas bon pour les juifs non plus. Or, aujourd'hui, les discours populistes, quels qu'ils soient, et on le voit beaucoup d'endroits dans le monde, ça comporte quand même toujours la libération de quelque chose dans la société qui peut être mauvais et dangereux pour nous. Donc, j'entends leurs discours, je préfère qu'ils aient des discours favorables aux Juifs et à Israël que des discours hostiles, évidemment. Donc, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Je ne nie pas ce qui est dit, voilà. Mais je sais que notre responsabilité, c'est quand même de veiller à ne pas être instrumentalisé dans leur plan de campagne, dans leur plan de com, pour 2027, parce que ce qu'ils cherchent avant tout chez nous, c'est une forme de validation morale qu'on ne peut pas leur donner. Bonsoir Jonathan, je voudrais revenir 5 minutes sur le titre de peuple génocidaire dont vous avez parlé tout à l'heure, dont on sait très bien que finalement il est le facteur déclencheur de beaucoup de vagues d'antisémitisme et finalement il régule, si l'on peut dire, l'avenir des Juifs en France. Vous avez dit, à juste titre, comment débarrasser Israël de cette étiquette. Moi j'ai l'impression que c'est juste impossible sans la neutralité du gouvernement français. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les médias traduisent un épisode de guerre, de défense d'Israël ou même finalement d'une attaque terroriste, toute la vérité n'est pas révélée. Ça me gêne beaucoup. Parce que on veut dire que le gouvernement français n'a de position ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est faux et nous le savons tous. Comment faire changer ce statut? C'est ça qui est important. Alors vous allez me dire, oui, il y a 3 jours, Macron a pris position pour Israël. Il ne pouvait pas en être autrement, compte tenu que c'était de l'intérêt public pour toute l'Europe. Et que ça aurait été vraiment ridicule de sa part de faire autrement. Mais dans l'ensemble, nous savons tous que lorsque les médias français parlent, il n'y a que l'envers de la pièce et pas l'envers et l'endroit de la pièce qui est révélé. Et c'est ça que je trouve le point sur lequel il faut travailler. Il faut s'impliquer, il faut que les informations puissent passer dans leur réalité. Alors, le ravitaillement à Gaza, par exemple, est squatté, volé, mais c'est juste des bruits qui courent. On n'a pas de preuves. Pourquoi personne ne va investiguer là-bas? Pourquoi l'État français ne prend pas le soin de véritablement mener une enquête et la dévoiler? Je m'excuse. Non, mais vous avez pas à vous excuser, c'est très bien de partager votre point de vue et qui correspond à ce que beaucoup peuvent ressentir. Bon, d'abord, un point qui est important, l'accusation de peuple génocidaire
elle circule aujourd'hui dans le monde entier, malheureusement, indépendamment de la position des gouvernements, parce que c'est quelque chose qui traverse les opinions publiques. Et donc, si l'antisémitisme dépendait exclusivement de la position des gouvernements sur Israël, on verrait l'antisémitisme disparaître de beaucoup d'endroits, on l'aurait vu disparaître dans une certaine période. Malheureusement, c'est plus profond que ça, parce que l'antisémitisme a une permanence, une capacité à se réinventer sans cesse, et donc il trouve juste les mots du moment, et donc en ce moment il se saisit de cette question du génocide parce que ça a un écho dans l'air. Alors après, évidemment, ça pose quand même la deuxième partie de votre question, qui est comment on traite la question de la meilleure information sur le Proche-Orient. J'ai donné ce matin une interview dans le Parisien qui est sorti, où je disais la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui le Proche-Orient fait l'objet de communication caricaturale et plus du sens de la nuance. Moi, je ne demande pas aux gens de devenir pro-israéliens, de devenir sionistes. Ce que je leur demande simplement, c'est d'accepter que c'est plus complexe que ce qu'ils pensent. D'accepter qu'il y a de la nuance. D'accepter que là où Rima Hassan leur promet des réponses simplistes pour résoudre le conflit, eh bien, il faut qu'ils entendent qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple possible et que c'est un conflit qui est compliqué, qu'il faut accepter que il y a forcément des choses à entendre toujours de tous les côtés. Si déjà on fait entendre juste ce doute-là, si on a la responsabilité de faire entendre de semer ce doute qui dit « méfiez-vous des discours simplistes et caricaturaux », alors déjà on fera beaucoup. Alors, l'autre difficulté que je voulais partager avec vous, c'est que la société a changé. Il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et les médias faisaient l'opinion, très largement. Encore plus il y a 50 ans, quand les médias étaient contrôlés par l'État et qu'il n'y avait que 2 chaînes de télé. Bon. Aujourd'hui, me semble-t-il, les médias, ils sont l'écho de l'air du temps, plus que ceux qui forgent l'opinion. Donc, il faut considérer que les médias sont plutôt le miroir grossissant de ce qui traverse la société française, malheureusement, plutôt que ceux qui en sont responsables. Je pense que la responsabilité première aujourd'hui, elle est plus sur les canaux alternatifs d'information, notamment les réseaux sociaux, où vous pouvez avoir toutes les fake news que vous voulez. Plus elles sont fausses, plus elles seront diffusées, parce que c'est comme ça que fonctionnent les réseaux, parce que les enfermements algorithmiques vont enfermer chacun dans ses propres convictions et dans des cercles sociaux de gens qui pensent comme eux. Donc il n'y a plus jamais de pensée contradictoire. Or, évidemment, mécaniquement, le poids du nombre fait que le point de vue, le narratif d'Israël et du monde juif, eh bien, il pèse moins sur ces réseaux que d'autres narratifs, notamment le narratif palestinien. Et puis, le dernier point qu'il y avait dans votre question, c'est sur la position historique de la France. Il y a incontestablement en France un penchant historique qui passe par une forme de sensibilité plus forte au narratif arabe ou palestinien. Pourquoi ? Parce que l'histoire de la France est ce qu'elle est dans sa relation avec une partie du monde arabe, parce que la France aussi, si on réfléchit d'un point de vue géostratégique, elle se positionne toujours par différenciation par rapport aux États-Unis. Et donc les États-Unis ayant une proximité assumée avec Israël, la France pour exister, on a parfois le besoin de faire un pas de côté et donc de se différencier des États-Unis. Chose intéressante, quand dans l'histoire les Américains se sont éloignés d'Israël, c'est la France qui a pris la place aux côtés d'Israël. Les années 50, l'arme nucléaire en Israël, c'est la France qui la porte parce que les États-Unis à ce moment-là s'éloignent d'Israël. Sur l'Iran, quand il y a 10 ans les États-Unis s'éloignent d'Israël, qui est-ce qui tient la position la plus ferme aux côtés d'Israël? C'est la France. Donc il faut comprendre qu'il y a aussi un jeu qui se joue par différenciation. Alors moi je trouve que parfois, ça se différencie quand la ligne est bonne, il faut que tout le monde y soit. Mais je sais que le calcul diplomatique peut amener à ce genre de raisonnement. Je vois aussi quand même qu'il y a 20 ans, la France était le pays le plus hostile en Europe à Israël. Rappelez-vous, à l'époque de Villepin, Hervé de Charette, Védrine, Chirac, on avait la France qui était à la pointe de l'hostilité diplomatique à Israël. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, la Norvège et un certain nombre d'autres pays qui sont sur des positions beaucoup plus radicales que la position française, qui s'est un peu recentrée en Europe. Je regrette simplement que depuis quelques semaines, le ton se soit durci. On a pris position publiquement contre l'initiative française de vouloir reconnaître un État palestinien de manière, à nos yeux, totalement prématurée
parce qu'il n'y a pas de conditions nécessaires suffisantes, à commencer par la libération des otages et la reddition du Hamas. Donc on s'est exprimé publiquement là-dessus. Demain, on aura une page de publicité qui sortira sur ce sujet dans le Figaro pour réexprimer notre ligne. Et donc, on a la volonté de faire entendre cette voix-là. Donc, il faut pousser et puis espérer qu'à un moment donné, le pragmatisme l'emporte, parce que le pragmatisme, c'est quand même de voir qu'une partie du monde arabe lui-même bouge. Il y a 20 ans, le monde arabe était unanime contre Israël. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Maroc, je sais où je cite le Maroc, non, ici à Créteil, donc il y avait il y a des pays comme le Maroc, comme les Émirats arabes unis, et même l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, qui ont évolué. Donc la France, qui est alliée avec ces pays-là, eh bien, elle a évolué un petit peu. Je pense qu'elle ferait mieux d'écouter ce que les alliés arabes, certains de ces alliés arabes disent, que de prendre une position de principe qui me paraît aujourd'hui tout à fait déséquilibrée. Oui, moi je me pose la question, je peux parler? Oui, merci. Concernant cette hémorragie d'antisémitisme, est-ce qu'on ne pourrait pas faire, organiser par exemple des personnes de la communauté juridique pour essayer de pointer du doigt les sourates et les phrases qui sont contenues dans le Coran pour dire de quel droit un peuple comme, peu importe, que ce soit les musulmans ou les Iraniens, qui se fixent et qui disent on va exterminer telle ou telle personne. Pourquoi on ne fait pas ça? Au moins, je sais que ça paraît... Non, mais je vais vous répondre sur cette question, et c'est une question vraiment intéressante. C'est comment on désamorce un antisémitisme nourri, au départ, par la religion, ou des textes sacrés. Bon. C'est une question qui n'est pas nouvelle, hein. Ça a commencé avec le christianisme quand même. On a eu pendant 2000 ans, on en parlait tout à l'heure, un antisémitisme nourri d'abord par un auteur qui était l'antisémitisme chrétien. Bon. Pour ça, il a fallu un travail de révolution un peu copernicienne sur l'approche des textes et de l'histoire des relations avec les Juifs. Mais avec l'Église, la chance que nous avons eue dans l'histoire, entre guillemets, c'est que l'Église est centralisée. Qui a un chef incontesté, le pape, qui a la possibilité de donner d'une certaine manière des instructions qui se diffusent. Le monde musulman, c'est différent et d'une certaine manière, il nous ressemble plus. Comme le monde juif, il n'y a pas de centralité officielle. Et d'ailleurs, oui, c'est souvent le monde musulman, de ce point de vue-là, ressemble beaucoup plus au monde juif, sur beaucoup d'aspects. Premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'espace est laissé à l'interprétation. Les textes, la Torah comporte aussi des versets violents. Soyons honnêtes, quand on regarde sur des choses, sur les mots qui sont énoncés par exemple sur l'homosexualité, il y a des choses qui sont difficiles à entendre dans une société moderne. Mais il y a la force dans le judaïsme de l'interprétation qui nous permet de réinterpréter les textes sans cesse et qui fait qu'on essaye de faire du judaïsme une forme de pensée qui est toujours au bout du jour, d'une certaine manière. C'est le même sujet dans le monde musulman. Le problème, c'est qu'on a des gens qui, parfois, restent collés au texte littéral. Donc on a besoin que se développent des courants de pensée dans l'islam qui vont mener ce travail de réforme. Je crois, par exemple, qu'un des enjeux majeurs pour les prochaines années, c'est de tout faire pour qu'il y ait un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est le pays qui abrite les chiens musulmans, et qui, si demain vous avez un grand rabbin qui se rend à la Mecque à l'invitation de l'Arabie Saoudite, ou que le président de la Ligue islamique mondiale, qui est saoudien, se rend à Jérusalem, vous avez des symboles pour une réconciliation sur le plan religieux des juifs et des musulmans, qui fera du bien partout dans le monde, jusqu'à certains de nos quartiers ici en France. Ça ne résoudra peut-être pas la question géopolitique du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, mais au moins ça désamorcera un des moteurs, qui est le moteur religieux. Bonsoir. Bonsoir Yonatan. Je me pose une question, en fait, quand je regarde le constat un petit peu de la société actuelle en France, de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, et je me dis encore, est-ce qu'il y a un avenir pour les Juifs en France, dans le sens où le combat des Juifs aujourd'hui n'est pas la priorité, j'allais dire d'une certaine manière, de la classe politique en France. On voit bien qu'il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, et que en fait le problème du Juif, c'est pas, je pense que c'est pas une priorité. Au regard de l'électorat, au regard de tout ce qu'on peut trouver
actuellement dans l'écosystème. Et de dire qu'on peut espérer, est-ce que justement c'est pas un rêve aujourd'hui de se dire qu'on peut espérer que la France, est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour qui a été franchi, justement, avec ce terme de génocide, comme vous avez dit? Parce que là, aujourd'hui, en fait, on est en train de dire que le juif, c'est pas un paria, mais en fait, quand on est juif aujourd'hui, eh ben, on peut se dire, voilà, ils soutiennent Israël, et facilement, ben, c'est les assassins, c'est des gens qui n'ont pas à être avec nous. D'ailleurs, dans les facultés, quand vous regardez, pour les enfants, les universitaires, excusez-moi, les étudiants, faire des études aujourd'hui en France, c'est quand même, enfin, c'est un sujet. C'est vraiment un sujet. Et pour un juif, de vivre en France aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, je suis pas défaitiste. Je suis très optimiste. Mais je pose quand même la question de me dire qu'à l'époque, il y a 60 ans en Allemagne, les Juifs avaient été bien insérés au niveau social, ils avaient des positions assez favorables. Du jour au lendemain, tout a switché. Et ça ne veut pas dire qu'après les Juifs ne sont pas revenus en Allemagne, mais il y a quand même une période où on est passé au creux de la vague et on a connu quelque chose de très grave. Alors est-ce qu'on n'est pas au creux de la vague et est-ce qu'on n'est pas dans cette période où il faut vraiment réagir? Non. Bon, d'abord, c'est une question importante parce je sais qu'elle est dans toutes les têtes. Je ne connais pas une famille juive où on ne s'est pas interrogé sur l'avenir en France. Tout le monde, à un moment donné ou à un autre, il a douté, il s'est posé des questions, il se pose des questions pour ses enfants ou pour ses proches. Donc la question, elle est naturelle et elle est importante. Et en soi, elle dit déjà quelque chose, quelle que soit la réponse qu'on y apporte. Deuxième chose, il ne faut pas comparer, me semble-t-il, des choses qui sont radicalement différentes. Dans les années 30, l'antisémitisme en Europe, et en particulier en Allemagne, il venait de l'État. Il était poussé par l'État. Et donc, c'était pour les Juifs une position de vulnérabilité absolue, puisqu'il y avait la puissance publique contre eux. Aujourd'hui, il y a un antisémitisme qui ne vient pas de l'État, au contraire, on a l'État avec nous. On va en parler sur leurs priorités, mais on a quand même globalement l'État avec nous. Je peux vous raconter les échanges avec les ministres de l'Intérieur, les premiers ministres, même le président, sur ces sujets de l'antisémitisme. Il y a incontestablement quelque chose qui est compris par la classe politique. Pas simplement par générosité ou bonté vis-à-vis des Juifs, c'est pas le sujet. C'est qu'ils comprennent à quel point l'antisémitisme est une menace aussi pour toutes les institutions républicaines. Que c'est la même violence qui nous vise et qui vise à déstabiliser le système. Donc ça, ils comprennent que ça les menace aussi. Donc le problème aujourd'hui qu'on a, il n'est pas avec la classe politique à mes yeux. Ou pas. Évidemment, il faut toujours demander plus, et ils doivent faire plus, et ils peuvent faire plus. Mais le vrai sujet, il est avec la société civile. Il est avec le fait que, au fond, les gens entendent un propos antisémite dans un dîner, et puis plus personne ne dit « non, mais ça, c'est pas possible ». Les gens tolèrent des choses sur les réseaux sociaux, et ils vont jamais prendre le temps de répondre pour répondre à un commentaire antisémite qu'ils voient passer. Donc cette démission de la responsabilité individuelle du citoyen qui a quand même vocation à être garant de quelque chose, elle produit pour les Juifs ce sentiment de fragilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, compte tenu du nombre de Juifs, c'est bien que si c'est un froid calcul d'intérêt qui gouverne chacun, alors personne ne défendra la cause des Juifs. Moi, je prends le pari que dans la République, tout ne se fait pas en fonction d'un froid calcul d'intérêt, mais aussi un peu, quand même, d'une question de valeur. Et heureusement qu'il y a des gens qui décident en fonction de valeur et pas simplement en fonction d'intérêt immédiat. Et l'histoire témoigne, et le monde se construit avec des gens qui ont des valeurs, quand même. Et quand on est juif, on pense quand même que avoir des valeurs, voilà, a quand même quelque chose de vertueux. Donc, notre calcul, c'est d'arriver, donc qu'est-ce que conclusion de ça? Il faut qu'on arrive à faire entendre le plus possible que ce qui menace les juifs menace tout le monde. C'est quand même notre responsabilité, et je pense que les gens l'entendent. D'ailleurs, dans toutes les études d'opinion qu'on fait, c'est frappant parce que 74% des Français, dans la dernière étude qu'on avait faite, considèrent que l'antisémitisme est une menace pour toute la République et pas que pour les Juifs. Voilà. Voilà. Maintenant, concrètement, malheureusement, je te rends la parole, concrètement, malheureusement, il n'y a pas besoin de beaucoup de gens pour te rendre la vie invivable. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas une majorité des Français qui nous sont hostiles. C'est très peu de gens qui nous sont hostiles dans les études d'opinion. Quand on regarde, par exemple, le nombre de Français qui considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est 6, 8, 9%, pas plus. Mais ça suffit par rapport à 80, même s'ils sont que 6, 8, 10% par rapport à 90% des gens qui pensent le contraire, ben ça suffit à polluer l'espace public et au fond à rendre la vie des Juifs beaucoup moins supportable.
Il faudrait rajouter qu'en 1930, Israël n'existait pas. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Israël existe. Oui, mais la différence, c'est qu'on n'avait pas... Je voudrais juste, pour cette dernière question... Attends, juste Jonathan, juste pour compléter. Alors oui, je te rejoins complètement. Par contre, on n'arrive pas à condamner un Mélenchon, on n'arrive pas à condamner un Delogu, on n'arrive pas à... Mais on y arrivera. Non, mais je vais te dire. Oui, mais comment tu veux y arriver si toi-même tu n'oses pas aller poursuivre? Regarde, on y arrivera parce qu'à un moment donné, il va se passer ce qui s'est passé avec Dieudonné. Dieudonné, il a fallu beaucoup de temps. Rappelez-vous, il y a 20 ans, le temps qu'il a fallu pour que la question de l'antisémitisme de Dieudonné soit clairement admis. Rappelez-vous les débats qu'il y a eu pour dire non, mais en fait, c'est un humoriste, donc c'est un peu différent, et puis ce qu'il a dit, c'est un peu limite. Et puis, il y a à un moment donné une série de choses qui font que ça va tomber. Alors évidemment, Jean-Luc Mélenchon est plus intelligent que Dieudonné, il est plus puissant que Dieudonné, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais en attendant, on a la responsabilité de pointer les choses, et par ailleurs, il faut quand même voir que ça lui coûte quelque chose. Son calcul à lui, c'est de radicaliser, d'une certaine manière, une base réduite, mais très motivée. Mais quand même, l'essentiel des Français regarde Jean-Luc Mélenchon différemment. Dans toutes les études d'opinion, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est la personnalité politique la plus détestée des Français. C'est la plus détestée. Il a une cote de popularité de, je crois que c'est 18%. Donc c'est vraiment le truc le plus bas de tous les hommes politiques. Donc c'est quand même... On a quand même beaucoup d'avis avec nous sur la question de Jean-Luc Mélenchon. Par contre, oui, ça fait du bruit, c'est insupportable, c'est très énervant. Donc ça rend fou d'une certaine manière, et c'est son objectif. Mais rappelons-nous quand même que c'est lui qui est minoritaire et c'est nous qui sommes majoritaires. Pour terminer la soirée... Temps encore, non, mais moi j'ai un peu de temps, Rafi. Tu vas pas partir, c'est toi qui vas conclure. C'est toi qui as habitué. Je voulais juste... Non, concernant l'information, cher Jonathan, aujourd'hui, on est surtout conforté par CNews, qui en fait qu'une information qui rapporte la réalité des choses. Je crois qu'il y a 6 ans ou il y a 5 ans, le CRIF, vous avez fait une revue sur la désinformation, si je me souviens. Aujourd'hui, comment on n'a pas cette force médiatique pour contrecarrer tout ce qui est dit sur Israël? Pourquoi aujourd'hui les médias n'invitent pas, à part, si je me souviens bien, on avait eu Meir Rosen dans des années difficiles qui représentaient l'État d'Israël ici en France. On a eu Aliza Binoun. Depuis, malheureusement, il y a eu un fossé. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de diplomates israéliens sur les plateaux français? Là, on nous gargarise avec Gaza, mais on oublie l'histoire. La présence juive dans cette partie du monde, c'est ça qui est dramatique. Alors aujourd'hui, est-ce que toute cette population, il faut la ramener dans les écoles pour faire des formations, déjà sur les pages d'histoire? J'oublierai jamais, je me trouvais en Angleterre un jour, je sors chez Mark et Spencer. Il y avait un imbécile, vraiment, un imbécile qui criait Palestine, Palestine, Palestine. Il avait une carte sur une table où il y avait ces bouteilles d'eau et tout ça. Tu peux me dire où se trouve la Palestine? Il m'a montré la Guinée. La Guinée. Je me suis lâché, je me suis vraiment énervé en plein soir comme ça à Londres. Et aujourd'hui, justement, c'est cette ignorance de combien de personnes qu'il faudrait essayer de travailler, d'éduquer. Alors aujourd'hui, on a une force parmi les médias dans la communauté juive. Pourquoi on ne s'exprime pas suffisamment? Alors toi, tu fais un travail extraordinaire, Elie Korchia, chaque fois qu'il y a un attentat, tout le monde. Mais pourquoi en permanence, on n'a pas cette possibilité de justement contrecarrer ces gens-là? Merci Albert, et j'aimerais bien voir Albert qui s'énerve en anglais à Londres. Non, écoute, sur cette question-là, d'abord, bon, il y a des médias qui ont, pour certains, des lignes politiques, pour d'autres qui n'en ont pas quand même. Il y a plein de gens qui tentent de faire honnêtement leur métier, heureusement. Et par d'autres, il y en a plein qui ont une ligne tout à fait, que j'ai trouvé tout à fait digne et respectable. Tu parles de CNews, mais dans l'immédiat, post-7 octobre, BFM ou LCI ont aussi été tout à fait positifs. Après, oui, CNews a aujourd'hui un parti pris
qui assumait et qui... Oui, non, mais j'entends. Mais du coup, évidemment, ils ont accès facilement à ça de ce côté-là. La difficulté, c'est que l'opinion, enfin l'information, la construction d'information, c'est un processus complexe qui est teinté de plein de rapports de force et que, en fait, ça ne se décrète pas. Et donc, tu vas pas avoir... tu vas pas transformer la manière... voilà. Pourquoi? Parce que je te le disais tout à l'heure, je considère que les médias sont plutôt le reflet de la société que la source de la formation de l'opinion publique. Sur la question des diplomates israéliens, d'abord, il y a aujourd'hui en France un excellent ambassadeur d'Israël, Joshua Zarka, que vous avez dû voir les uns les autres sur les plateaux, et qui permet d'ailleurs que l'État d'Israël fasse la communication qui doit être la sienne, et que nous, de notre côté, on est français, juif, et donc on exprime les choses avec une sensibilité parce qu'on connaît les choses, mais on ne peut pas remplacer, évidemment, les diplomates israéliens. Enfin voilà, c'est chacun son rôle et chacun parle de la place qu'est la sienne. Et ce qui est certain, c'est que pendant un temps, peut-être que les diplomates israéliens, d'abord en Israël, le ministère des Affaires étrangères est un des ministères les moins bien pourvus. C'est très surprenant, mais en Israël, le ministère des Affaires étrangères est très pauvre, compris budgétairement, par rapport à d'autres ministères. Bon, c'est historique en Israël. Et par ailleurs, les moyens sont mis beaucoup plus sur les États-Unis, de ce que je comprends, sont beaucoup plus mis sur les États-Unis, qui revêtent une importance stratégique, voire vitale pour Israël, que sur l'Europe. Donc ça explique un peu les choses. Je voudrais rassurer ici les parents. On a eu l'occasion de rencontrer le préfet cet après-midi. Et pour vous dire, et je confirme les paroles de Jonathan, que l'État est aux côtés de la communauté juive. C'est leur souci majeur. Donc vous avez dû voir depuis samedi matin la reprise des sentinelles, les écoles sont surveillées, donc leur souci est là, de protéger la communauté. Donc on profite ce soir de rassurer les parents sur ce plan et de confirmer ce qu'a dit Jonathan, que les hauts rangs de l'État sont vraiment toujours à l'écoute de la communauté juive et à mon côté. C'est leur préoccupation majeure. Donc je voulais savoir, en fait, vous avez parlé des réseaux sociaux qui ont un rôle très important de désinformation. Est-ce que ce ne serait pas justement au CRIF de pouvoir répondre à toutes avoir un pôle en fait spécifique de scruter les réseaux sociaux pour justement apporter le questionnement aux gens, pour ramener les gens vers une vérité. Cette désinformation, elle est à partir de là. Donc, analyse de cause, essayons de justement prendre les choses à la source, et vous avez des réponses. Nous, on est là, on va, même si on voit des choses sur les réseaux sociaux, on n'a peut-être pas la manière de le dire, mais vous, au sein de votre au sein de votre organisme, vous avez les moyens de le faire. Est-ce que c'est pas dans votre rôle, je ne sais pas si vous le faites déjà, de pouvoir éventuellement alimenter justement et de remettre les choses au bon niveau? Voilà. Non, mais c'est important effectivement. Alors d'abord, effectivement, sur les réseaux sociaux, la bataille, c'est celle du contenu. Plus vous produisez de contenu, plus à un moment donné ça pèse. Et la difficulté, c'est que de fait, les gens qui ont le souci de la cause des Juifs et d'Israël sont moins nombreux au départ. Je parle des gens engagés, je ne parle pas du ventre mou de la société, mais des gens vraiment engagés, que ceux qui sont de l'autre côté. Donc, mécaniquement, c'est une bataille qui est considérée comme difficile à mener. Mais c'est pas pourtant qu'il ne faut pas la mener. On le fait au côté CRIF. On a une cellule digitale qui comporte à peu près 5 personnes, qui fait un travail de communication important. On pourrait regarder nos comptes sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on a quand même beaucoup de followers, d'abonnés, enfin voilà, et qu'on communique régulièrement. On a monté également une chaîne vidéo pour les 18-35 ans qui s'appelle Léon, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui fait des contenus qui s'adressent aux jeunes avec une tonalité différente de celle du CRIF, le CRIF a une tonalité institutionnelle. Par ailleurs, on réunit, on travaille, on échange beaucoup avec beaucoup d'influenceurs liés au monde juif, que vous pouvez voir ici et là circuler, alors qu'ils sont libres, ils disent ce qu'ils veulent, mais on essaye d'échanger avec eux pour permettre de les accompagner, de les soutenir et inversement. Donc on essaie de coordonner ça. Maintenant,
les réseaux sociaux, c'est le reflet d'une forme de bouillonnement de la société sur lequel on pèse ce qu'on pèse, voilà. Mais effectivement, ça fait partie de nos responsabilités. Puis on est en train de travailler sur des solutions d'intelligence artificielle pour permettre d'accélérer à la fois la veille, le signalement, la production de réponses au moment venu. Mais de toute façon, on le fait, mais d'autres le font aussi. Donc ce sera, voilà. Mais ça fait partie évidemment de nos missions, même si, juste un petit point sur le CRIF, et Rafi m'avait dit de le faire et je ne l'ai pas fait, c'était de vous rappeler quand même ce que c'est le CRIF, parce que vous dites vous, l'organisme et tout, mais en fait le CRIF c'est vous, hein. C'est-à-dire que, en fait, le CRIF c'est une fédération de 75 organisations juives qui, ensemble, ont créé le CRIF en mettant quelques moyens communs, modestes, qui permettent d'avoir aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de professionnels. Voilà, moi je suis bénévole, donc voilà, j'y passe beaucoup de temps, mais c'est une fonction qui est bénévole. Et les 15 professionnels, dont Robert, dont Véronique, qui sont ici, mènent l'action du CRIF, mais donc sont quand même des moyens, entre guillemets, modestes, malgré leur grand talent, dont la communauté dispose pour faire ça. Il n'y a pas que le travail de communication, il y a le travail de représentation, on s'occupe des cérémonies mémorielles, on s'occupe, vous connaissez un petit peu la responsabilité du CRIF. Mais sachez que le CRIF, c'est une fédération d'associations, donc je vous donne quelques associations qui sont membres du CRIF: le Fonds social juif unifié, les EI, la VISO, le Bnei le Mémorial de la Shoah, l'UEJF, l'Association des médecins israélites de France, voilà, comme ça, tout ce que vous pouvez imaginer comme association qui font la vie, l'Alliance israélite universelle, les Lubavitch, les libéraux, toutes ces organisations sont membres du CRIF, et c'est elles que nous représentons, et donc voilà, ça vous représente aussi, donc c'est chez vous aussi. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez situé la France comme étant, par rapport aux autres pays européens, comme s'étant un petit peu recentré par rapport à la traînée comme ça gauchiste. Légèrement. Alors justement, je voudrais revenir là-dessus parce que quand on regarde, et pour reprendre le terme qui ne m'appartient pas, de l'audiovisuel public et la façon dont elle se déchaîne, quels que soient les supports, je veux dire, j'ai du mal à entendre ça, au contraire. On parle des réseaux sociaux, certes. Non, moi je parlais de la position diplomatique, c'est-à-dire vous reprenez la position diplomatique il y a 20 ans et aujourd'hui, voilà, c'était. Tout à fait, mais moi je parle de la chaîne d'État à travers. D'accord, mais l'audiovisuel public, c'est l'État, on va reprendre le terme, c'est nos impôts, c'est nous, c'est l'État. Et entendre ce qui s'entend à travers, que ce soit des animateurs ou des pseudo-comiques ou quoi que ce soit, ou ne serait-ce des informations, tout simplement. Là, je pense qu'il y a une vraie marge de progression pour les médias et pour nous tous. Hein. Non, mais d'abord, il y a des choses à dire sur un certain nombre de contenus qui passent dans les médias. On le dit régulièrement. Concernant l'audiovisuel public, on a réagi par exemple sur les propos de Thierry Ardisson il y a quelques semaines, le soir, voilà, dans l'émission de Léa Salamé. On l'a fait fortement parce que pour nous, c'est pas acceptable. Et effectivement, c'est rapproché la direction de France Télévisions pour qu'ils réagissent. Alors ils ont fait quelque chose dans l'émission suivante, vous savez, 15 jours après en ouverture. Ok. Non, mais... D'accord, mais voilà, en tout cas, on a réagi, notre réaction a été largement reprise et commentée. On a aussi... d'ailleurs, le problème n'est pas que sur des chaînes publiques ou des radios publiques. Vous prenez par exemple ce que font certains comiques désormais sur Nova, qui est une radio privée, qui appartient à Mathieu Pigas, de mémoire, ce qui a récupéré Guillaume Meurice, qui est sorti, Guillaume Meurice qui a été sorti de la radio publique à cause de ses outrances, et il est accueilli dans une structure privée. Donc, soyons aussi pas totalement caricaturaux sur les choses, même s'il y a des problèmes particuliers, peut-être sur certaines chaînes publiques, parce qu'il y a aussi des syndicats qui sont plus puissants, organisés différemment, enfin, voilà, qui peuvent peser peut-être plus. Et on a un problème avec le monde syndical, très clairement. Mais dans le privé, on a aussi des lieux qui sont des lieux hostiles. Je vous disais Nova aujourd'hui, qui choisit de donner l'asile médiatique à Guillaume Meurice, qui vient avec toute une bande de gens qui tapent toujours dans le même sens. Ça me rappelle quelque chose qui ressemblait à l'époque à Dieudonné. Juste, c'est pas ma question, c'est une autre. Est-ce qu'au niveau de la communication, quand on voit Israël, quand on parle d'Israël, on parle de l'aspect religieux et militaire?
est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ce qu'apporte Israël à l'humanité, au niveau médical, santé, scientifique, écologique? L'écologie, c'est aujourd'hui le mot magique, mais Israël apporte beaucoup, mais on n'entend pas beaucoup. Ça, c'est dommage. La deuxième question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas eu un problème avec l'éducation nationale? À savoir, avant, dans les écoles, on avait une partie des élèves qui étaient juifs, etc., etc. Et les gens savaient ce que c'était qu'un juif. Et le fait de côtoyer des jeunes, des petits, des juifs dans le temps, bah, forcément, ça faisait une amitié qui se crée automatiquement. Aujourd'hui, par la force des choses, on met nos enfants dans les écoles juives, ce qui fait qu'on a un peu fui l'école publique. Et finalement, plus on va dans le temps, bah, moins on sait ce que c'est qu'un juif. Et on sait très bien que les choses inconnues font peur. Et quand vous allez à Seine-Saint-Denis, vous voyez un juif avec une kippa, il va être attaqué. Le même juif à Créteil ou dans le 16e, ben il va aller sans problème. Et c'est là aussi, je pense, qu'on a peut-être un problème, peut-être à régler au niveau de l'éducation nationale. Moi, je suis assez... je partage une partie du constat que vous faites. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on ne parle des juifs qu'à travers la question de l'antisémitisme et de la Shoah. On parle de l'affaire Dreyfus, on parle de la période de la guerre et de la Shoah, et puis c'est à peu près tout dans les programmes scolaires. On parle des Hébreux au début, en 6e. On a besoin de parler du fait juif, vraiment du fait juif français, de la contribution des juifs à l'édification de la République, voilà, de manière plus fréquente dans le programme scolaire, pour normaliser le regard sur les juifs, pour le banaliser d'une certaine manière. Moi, ce dont je rêve pour les juifs, c'est juste une condition normale. Je demande juste qu'on n'ait pas de... ni persécution, ni privilège, enfin voilà, au fond, une forme de normalité juive, qui est la quête à laquelle on n'arrivera jamais, parce qu'il y a quelque chose évidemment de singulier dans le fait juif qui fait qu'il a une fonction peut-être particulière, mais qui en tout cas ce vers quoi on doit tendre. Donc en tout cas notre revendication, notre demande auprès du ministère de l'Éducation nationale, c'est exactement celle-là, c'est que dans les programmes, on valorise le fait juif de manière plus fréquente, notamment sur la contribution historique. Merci. Juste un témoignage et une question. Aujourd'hui, vous avez visité toute la journée avec votre délégation, Jonathan Arfi. Vous avez rencontré des élèves, plusieurs classes dans les écoles juives, d'Otsar Torah, qui ont dialogué avec vous. Ensuite, vous avez été à la rencontre avec le préfet, où c'était très émouvant et très chaleureux. Ensuite, vous avez été reçu par le premier magistrat de la ville, qui, chacun d'entre eux, ont expliqué un peu leurs soucis, leur place, leur rôle et le regard qu'ils portaient sur le CRIF et la communauté juive. Et ensuite, vous avez été, comme vous avez dit, déambulé pour rencontrer le peuple. À proximité, vous avez été à côté du lac, d'une boulangerie, une librairie, un centre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas banal. C'est la première fois de mémoire communautaire que j'assiste à ce qu'un chef, un responsable, un président d'institution prenne le temps de visiter une communauté comme vous l'avez fait aujourd'hui. C'est assez rare pour le souligner. Et vous avez voulu aller à la rencontre des petits juifs qui vous entendent, qui ne vous comprennent pas, qui beaucoup des fois qui sont déstabilisés. Et ma question c'est, une fois que vous avez terminé une journée comme ça par une rencontre avec la communauté, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos juifs aujourd'hui? Merci Rafi pour ces mots et pour moi d'abord venir rencontrer la communauté de Créteil, c'est pas un geste politique, c'est un geste naturel, humain. Le CRIF, nous on existe et on a de sens que par le mandat que nous donnent les Français juifs. Si demain les Français juifs, par le biais des institutions qui sont les leurs, ne donnent plus mandat au CRIF, le CRIF n'existe plus. Et voilà, sa seule légitimité, c'est celle de parler en notre nom collectif. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec tout ce que dit le CRIF, évidemment, c'est pas possible. Et évidemment, comme je le dis régulièrement, les juifs, c'est pas une meute, c'est pas une secte, contrairement à d'autres mouvements. Moi, ça m'importe toujours de garder ce contact-là, parce que c'est la vraie vocation de l'institution.
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'abord plus de Créteil que j'ai rencontré aujourd'hui, au fond, c'est d'abord que moi j'y trouve en venant échanger avec vous, forme de leçon de vie extrêmement touchante, parce que je vois une communauté vibrante, vivante, qui, comme tous les Français juifs, s'interrogent, se posent des questions, mais qui croit quand même en ce qu'elle vit et construit tous les jours. Et que on a beaucoup de grands débats sur la place des Juifs dans la société française et autres. Bon au fond à Créteil, vous faites vivre une communauté dans un contexte qui n'est pas toujours simple, avec une ville qui est marquée par la précarité sociale, avec des difficultés qui sont celles de la ville, et en même temps vous inventez un modèle qui n'est pas replié sur vous, qui est dans l'échange avec les autres communautés de la ville, dans l'implication dans la cité, votre président de communauté est adjoint au maire, ce qui est quand même un symbole important. Donc je trouve que c'est une belle leçon très pragmatique sur la condition juive dans la société française. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de Créteil en France, qu'il y ait plus de communautés comme celle-là, où il y ait ce bien-être-là, et il y a une leçon à donner. Et je veux dire, je vois des juifs de quartiers beaucoup plus favorisés, qui ont sans doute beaucoup moins de raisons de se plaindre de leur environnement, et qui le font pour autant beaucoup plus que vous. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans la manière dont se déploie la vie juive ici. Et puis le deuxième point sur lequel je veux insister, parce que je pense qu'en tant que juif c'est fondamental, c'est la place de l'étude qu'on retrouve dans les échanges avec chacun, la manière dont la vie juive ici quand même ne néglige jamais la question de la quête d'excellence autour de l'étude, et l'étude des textes sacrés en particulier évidemment. Et donc voilà, c'est quelque chose qui je crois est une leçon pour les juifs de toute la France. Merci beaucoup. On va se retrouver, si vous avez un moment, je vais redonner la parole. Frédéric Ancel viendra jeudi, ici, à 20h. Voilà. La semaine prochaine. J'en profite pour d'abord saluer un autre point qui est extraordinaire à Créteil, c'est l'unité des dirigeants communautaires. Je le dis parce que je vois beaucoup de communautés, je vois souvent beaucoup de divisions, et donc je voulais saluer l'engagement d'Albert, de tout son conseil d'administration, de toute l'équipe, de Rafi aussi, et que je trouve que c'est une vraie leçon aussi. Donc merci beaucoup de votre accueil, et puis je dirais à mon successeur dans 3 ans de venir aussi passer sa première journée ici à Créteil. Merci à toi d'être venu aujourd'hui, merci à Véronique. Merci à Robert aussi, c'était un plaisir de vous accompagner toute l'après-midi ici parmi nous. Et c'est vrai que c'était un enjeu difficile. Je crois que ces 3 dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Et tu démarres aussi ton mandat aussi avec ce problème israélo-iranien. Et j'espère qu'on aura la paix qui sera pour bientôt chez nos frères juifs et en Israël. Pour la communauté. Il sera, alors tout ce qui est comme cadeau pour la communauté, il y a un musée qui est là pour conserver. Merci. Voilà, il faut le montrer. Voilà, c'est un facsimilé du décret d'émancipation des Juifs de France. Donc, le 27 septembre 1791, vous savez, l'Assemblée nationale constituante a accordé la pleine citoyenneté aux Juifs de France, donc les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Et donc ça, c'est une copie, un facsimilé du décret d'émancipation, et c'est une manière de rappeler la place des Juifs dans la République, le fait que on a une histoire très ancienne ici. Voilà. Je vais tous inviter au